Bonsoir, super, il y en a qui mettent leur caméra. Hem, Ah super. je vais le répéter, après je vois que les gens se connectent. Hem, le message qui bonsoir. Le message que vous avez reçu à l'inscription, évoquait en effet la nécessité de couper vos caméras. Voilà, il y a des questions de droit puisque, la séance est enregistrée et donc, ça nécessite, si on diffuse ensuite, l'autorisation de diffusion, de votre droit à l'image, enfin de votre image. Donc, si vous mettez votre caméra, ça veut dire que vous êtes d'accord pour que votre image soit diffusée ensuite, voilà, sur la chaîne YouTube de l'INHA et sur le carnet de recherche. À vrai dire, on serait plutôt content de voir les visages. À partir du moment où le séminaire a été, pensé en 2 temps avec des vidéos qui ont été mises en ligne auparavant et des séances de discussion, c'est toujours un peu difficile de discuter avec des écrans noirs. Donc voilà. Ceux qui veulent pas mettre leur caméra, ils mettent pas leur caméra, il y a pas de problème. Mais voilà, pour les autres, c'est toujours un peu mieux de voir les visages. On voit pas tout le monde en même temps de toute façon, mais qu'il y ait quand même un minimum de convivialité. Hem, bon, bah, on va commencer. Tout le monde n'est pas là, mais c'est pas grave. Je redirai quelques mots techniques après. Bah, déjà bienvenue à tous. Très content que vous soyez aussi nombreux ce soir. Bonne année à tous. On espère qu'elle sera plus légère que l'année précédente, du moins, dans les mois qui viennent. Donc, cette séance, c'est la 2e du séminaire, chorégraphie, enfin qui est lié au programme chorégraphie sur les pratiques graphiques en danse. Et ce soir, on a le plaisir d'accueillir, Julie Perrin, Ivan Chapuis et Myriam Confink autour de leur ouvrage, voilà, composé en danse, un vocabulaire des opérations et des pratiques, qui est donc édité par la Manufacture et les Presses du Réel. Et je vais faire une petite introduction. Je redis pour les gens qui arrivent que s'ils veulent mettre leur caméra, ils peuvent la mettre. C'est juste que ça nous autorise ensuite à diffuser leur image puisque la séance est enregistrée. Voilà. Avant de présenter peut-être nos intervenants, je vais te dire quelques mots sur la raison de cette invitation peut-être, en guise aussi d'introduction. Vous avez sans doute vu les vidéos pour ceux qui ont eu accès, donc aux liens, les vidéos qu'on a mis sur le carnet de recherche, hein, qui ont été enregistrées par, Julie, Ivan et Myriam. Hem et cette séance, c'est vraiment une séance de discussion, je vais en redire 2 mots aussi tout à l'heure. Peut-être sur le terme composition, c'est un terme, dans les vidéos, on y revient et puis dans l'introduction, un terme assez, je dirais qui pose quand même beaucoup de questions, qui dit obsolète, vieillot. Pourquoi est-ce que certains préfèrent employer le terme d'écriture? Est-ce que ça recoupe la même chose? Julie a cette phrase dans le chapitre «Générer du matériau» et elle dit: «Il s'agit de défendre une pensée de la composition qui n'a plus rien à voir avec un agencement de pas ou d'unités simples, comme dans la danse classique ou baroque». Donc de quoi est-ce qu'on parle exactement? Je dois dire que, en fait, les remarques qui sont partagées dans l'introduction et dans les vidéos, résonnent beaucoup avec le champ des arts plastiques et aussi même les questions de méthode, en fait, en histoire de l'art. Comment est-ce qu'on pense la composition et comment est-ce qu'on lit la composition en histoire de l'art? Ce sont aussi des questions, qui aujourd'hui, posent question. C'est-à-dire qu'on parle volontiers de dispositifs, de processus. Par contre, se mettre à analyser une composition, je pense qu'on a un ressenti qui est assez proche, en termes d'histoire du terme composition. Mais après, on va voir la spécificité aussi de ce dont vous traitez. Ce qui est intéressant, c'est que l'ouvrage, il traite aussi historiquement de cet usage du terme et et je dirais que c'est un petit peu un point de départ, ce qui m'a poussée à lancer cette invitation. C'est-à-dire que de façon sous-jacente, on parle c'est-à-dire d'une histoire aussi du vocabulaire des pratiques et c'est-à-dire qu'on questionne les termes utilisés, leurs usages historiques, la manière dont ils sont perçus ou délaissés et ce qui dit beaucoup aussi d'un contexte. Donc c'est
Ces questions de composition, c'est aussi des questions de langage. Et ça, en histoire de l'art, si on reprend aussi un ouvrage sur ces questions de composition, hein, l'ouvrage de Michael Baxendale sur Giotto et les humanistes, alors on est loin de nos sujets, mais Giotto et les humanistes sur la découverte de la composition en peinture, il traite de la manière dont la composition est aussi histoire de langage, de rhétorique, de grammaire et d'usage d'une langue. Et il rattache les questions de composition aux questions d'usage de la langue. Et c'est cette articulation qui est très belle dans l'ouvrage et qui va nous intéresser ce soir. Et je dirais que l'ouvrage, s'il se concentre uniquement sur les pratiques chorégraphiques, finalement sur un travail extrêmement précis sur la composition en danse, c'est ce degré de précision qui permet aussi de dresser des parallèles. Alors, je ne sais pas si on y reviendra peut-être à la fin, mais dresser des parallèles avec d'autres domaines. Je pense que c'est ça aussi intéressant, ce rapport très précis aux pratiques chorégraphiques, mais qui permet aussi de penser les échos avec d'autres champs. Et un autre point sur lequel on reviendra peut-être dans la discussion, c'est cette question d'un méthodologique, d'un va-et-vient permanent entre vraiment la précision de la parole des chorégraphes et la nécessaire distance de l'étude. Et ça, c'est aussi des choses qui, d'un point de vue méthodologique, sont intéressantes à analyser. Je dirais juste sur pourquoi consacrer une séance à cet ouvrage. C'est aussi parce que je sais pas combien ici, on peut avoir d'historiennes et d'historiens de l'art ou si c'est un public assez mélangé. Je voudrais juste dire que un des principes de ce séminaire et du programme et aussi de cette séance, c'est de montrer que dans les développements de la recherche en danse et notamment dans ces questions de vocabulaire, on a des outils qui sont aussi extrêmement inspirants et utiles pour la recherche en histoire de l'art. C'est-à-dire comment est-ce que la recherche en histoire de l'art peut aussi regarder ce qui se fait dans la recherche en danse, essayer un peu de se bousculer et de se transformer à partir de ce qu'on peut aussi voir. C'est pas uniquement penser des langages communs, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on travaille dans la recherche en danse et comment est-ce que ça peut aussi inspirer peut-être un renouvellement de la recherche en histoire de l'art. Du moins, c'est comme ça que je l'entends et j'espère que ça peut aussi susciter des réactions en histoire de l'art. Et puis, juste sur le principe un peu de la séance, l'ouvrage donne la parole, ça comme beaucoup sur donner la parole à 10 chorégraphes. Et on voulait aussi que cette séance donne la parole un peu à tous. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus pour poser vos questions. Et c'est un peu le principe de cette séance. Juste avant de présenter les intervenantes, je voulais rappeler quelques règles sur la prise de parole. J'ai dit tout à l'heure que si vous vouliez mettre votre caméra, il y avait pas vous pouviez tout à fait mettre votre caméra. Et après, si vous avez une question à poser, vous devez pouvoir cliquer sur participants en bas dans la barre Zoom sur participants et normalement vous avez une petite main sur laquelle vous pouvez cliquer et ça me permet ensuite de voir qui veut prendre la parole. Et comme ça, je pourrais donner la parole à tour de rôle. Parce que voilà, on ne voit pas tout le monde, donc je ne peux pas vous demander de lever votre vraie main. Il faut juste lever la petite main de Zoom. Et là, je dois pouvoir voir qui veut parler. Alors, sur nos intervenants, c'est bon, est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon pour tout le monde? Je regarde. Donc, Yvan Chapuis, Julie Perrin et Myriam Fouir, je vais dire quelques mots. Yvan Chapuis est historienne de l'art de formation. C'est aussi intéressant le trio voilà, qui va répondre à nos questions ce soir. Historienne de l'art, elle est responsable de la mission recherche de la manufacture Haute École des Arts de la scène de Suisse romande donc depuis 2013. Ses recherches ont porté sur les relations entre la danse et les arts plastiques sur la scène new-yorkaise des années 60, notamment sur le Judson. Et plus spécifiquement sur la manière dont la pratique des danseurs informe celle des plasticiens et l'oriente vers la performance.
Cette approche de la transdisciplinarité l'a conduite à accompagner la mise en œuvre de nombreux projets artistiques expérimentaux et notamment différents projets remarquables au laboratoire d'Aubervilliers entre 2001 et 2009, avec Thomas Hirschhorn notamment. Et on lui doit aussi cet ouvrage avec Julie Sermon, Partition, voilà, dont on aurait pu parler aussi dans le séminaire. Donc, Partition, objet et concept des pratiques scéniques 20e, 21e siècle, en 2016. Julie Perrin est maîtresse de conférence au département danse de l'Université de Paris 8. Ses recherches portent sur les savoirs propres à la danse contemporaine. Alors, parmi ces sujets de recherche, j'essaye de synthétiser, Julie, et tu me diras, pas à reprendre. Recherche passée et présente, figure notamment la question du discours critique sur les œuvres, ce qui n'est pas sans rappeler notre sujet de ce soir. On pense notamment à ses travaux sur Odile Duboc. Et question aussi, autre point, sur la spatialité en danse, spatialité scénique, chorégraphique corporelle, avec l'ouvrage Figure de l'attention. 5 essais sur la spatialité en danse, Presse du réel en 2012. Ces travaux actuels, je dis actuels, mais ça fait déjà quand même quelques années que tu travailles sur ces questions, sur les relations entre chorégraphie et paysage. Et là, je la cite directement, il s'agit de comprendre comment les chorégraphes habitent en danseurs, provoquant des situations poétiques, sociales, sensibles qui invitent à redéfinir les usages de la ville, les représentations de la nature, autant que la place de l'art aujourd'hui. Myriam Gourfing est chorégraphe. Elle a été donc artiste en résidence à l'IRCAM en 2004-2005, au Frénois également. Elle a aussi dirigé le programme de recherche et de composition chorégraphique à la Fondation Royaumont. Alors, si la démarche de Myriam se base en grande partie sur les techniques respiratoires du yoga, on note aussi son attention particulière au système d'écriture, aux partitions. C'est un point qui nous intéresse beaucoup aussi dans le programme. Elle a été formée à la notation Laban avec Jacqueline Chaléas. Et elle travaille elle-même à son propre langage de composition, de notation. On aurait pu aussi évoquer assez longuement la place des systèmes numériques informatiques dans l'élaboration des partitions et la place du dispositif aussi informatique de captation et de programmation dans ces créations. Et je signale que ces archives, toujours nourries régulièrement, sont disponibles aussi au CND. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des questions. Il y a des questions qu'on a reçues. Peut-être juste pour lancer la chose, je me permets une première petite question et puis après, je vais laisser la parole à la salle. Peut-être une première chose sur les vertus de la discussion. En fait, une grande partie de votre ouvrage repose sur la discussion et sur des discussions au très long cours, sur la longue durée. Une discussion que vous avez mise en place avec 10 chorégraphes et ce serait peut-être intéressant de revenir sur votre propre mode opératoire puisque vous avez collecté, vous avez généré un matériau, vous avez vous-même établi un processus qui génère du matériau, vous avez opéré une sélection, et peut-être la façon dont vous évoquez aussi dans le livre une mise au travail collective dans la relation entre chorégraphe et interprète désigne aussi votre propre travail. Et cette relation au collectif, est-ce que vous voudriez en dire quelques mots? Vous l'évoquez dans les 4 vidéos, notamment dans la première sur le processus, mais sur ce parallèle entre votre objet et votre méthode de recherche. Est-ce que vous pourriez commencer par là? Je ne sais pas qui veut commencer. En fait, je pense que c'était assez intuitif au départ, notre façon d'effectuer les choses, c'est-à-dire que on s'est dit, enfin, ça s'est fait au fur et à mesure. On s'est pas dit, on n'avait pas le plan évidemment idéal dès le départ, mais on a commencé par penser qu'il serait bien effectivement d'abord choisir des chorégraphes. C'est sûr que ça a déjà été un premier travail collectif. Quels étaient à ce niveau-là nos critères de choix finalement?
pour voilà, les trouver, les réunir. Une fois que ça a été établi, on est passé ensuite, je fais un tour global, hein, à un questionnaire, parce que dans notre idée, cela permettait tout simplement de mieux cibler ce qu'on désirait, parce qu'on était quand même assez consciente que le terme composition pouvait être un peu bizarre pour certains d'entre eux. Donc, le fait de poser des questions plus précises permettait de clarifier vraiment ce que nous, on pointait. Ça permettait aussi de clarifier nous-mêmes, hein, euh, ce qu'on voulait travailler voilà, avec eux. Bien qu'on était très hésitante aussi, hein, sur certaines questions. On leur a bien dit que ce n'était pas nécessaire de répondre à toutes les questions. Ensuite, qu'on a eu collecté le matériau, c'est-à-dire effectivement toutes les interventions, là, ça a été un petit peu un moment où il a fallu vraiment travailler énormément les choses. C'est-à-dire on s'est retrouvé devant une somme incroyable, hein, de matériaux collectés, puisque c'est à peu près 4 heures de parole pour chacun des 10 chorégraphes. Donc c'est énorme. Et là, en fait, c'est Julie qui a amené l'idée d'un vocabulaire, parce qu'il lui semblait effectivement qu'il y avait des mots saillants dans la façon de concevoir la composition pour chacun des chorégraphes. Et à partir de là, on a commencé un travail de tri, d'extraction des mots saillants, à partir duquel on a extrait des, des bouts en fait de paroles, de textes en fait, puisque tout a été transcrit. Et au fur et à mesure est venue l'idée d'une réduction de ces mots. Julie, là encore, nous a beaucoup aidé avec des méthodes, et l'idée d'un tableau a surgi, nous aidant à structurer l'ensemble. Voilà. Et puis, on a eu envie quand même d'avoir des moments de discussion qu'on a suscités après tout ce travail, parce qu'il nous semblait intéressant d'avoir ces moments de discussion ensemble. Voilà, comme la discussion sur la notion de dramaturgie, par exemple. Peut-être ce que je peux ajouter, c'est que le questionnaire auquel fait référence Myriam, on le publie, hein, dans le livre. Il est à la fin, dans les annexes. Et pour revenir sur la dimension collective, il y a effectivement une double dimension collective. Il y a celle qu'on a menée toutes les trois, ce trio. Je crois qu'on a travaillé 3 ans, quelque chose comme ça. Qui a vraiment ces discussions collectives qu'on a menées ensemble sur chacun des mots qu'utilisaient les chorégraphes pour parler de leur travail. Pardon. Et qu'on a essayé de croiser, savoir lesquels on retenait, lesquels on laissait, mais avec cette idée qu'il ne fallait jamais que ce soit nous qui formions le mot, mais qu'on retienne des mots qu'utilisaient les chorégraphes pour parler de leur travail. Et puis, il y a cette dimension collective qui est effectivement ces moments où on se retrouvait avec les 10 chorégraphes, où chacun a présenté son propre travail, mais évidemment, comme la présentation, elle était le plus cadrée possible sur des questions de composition, et qu'on était dans du concret de la fabrication d'un travail artistique, eh bien, ça résonnait très fort pour les autres qui écoutaient, et ça générait des questions dont on trouve quelquefois les traces dans ce qu'on a retracé dans le livre. Et puis justement, cette dimension collective des discussions à 13, non, à 12 du coup, les 10 chorégraphes dont Myriam plus Julie et moi, on en a vraiment la trace à la fin de l'ouvrage dans la publication des 4 discussions collectives, où là, on a voulu d'une certaine façon intensifier la dimension collective de la réflexion sur ces questions de composition, parce que dans les autres moments, on avait quand même un chorégraphe qui exposait son travail, d'autres qui écoutaient. Je pense qu'il y a eu une grande attention à ce que les autres disaient, et de temps en temps les interrogeaient. Mais c'est devenu beaucoup plus collectif, la réflexion, on pourrait dire, sur les 4 notions qu'on a retenues et qu'on retranscrit dans les discussions collectives à la fin du livre.
Peut-être pour compléter autrement, je dirais que c'est ce qui m'a séduit dans le projet quand Myriam Gourfink m'a proposé de rejoindre ce projet de recherche. C'était la possibilité finalement assez rare de travailler déjà 3 chercheuses ensemble, mais aussi avec 10 chorégraphes, ce qui est, voilà, il y a finalement peu de cadres de recherche où on peut aussi être autour de la table tous ensemble. Moi, j'ai plutôt l'habitude d'entretiens en tête-à-tête que de discussions comme ça à 12. Et évidemment, ce cadre-là est majeur, je pense, dans ce que ça a produit en termes de contenu. Je pense que des chorégraphes parlant devant leurs pairs ne disent pas la même chose que des chorégraphes parlant devant un public de spectateurs ou devant un chercheur qui l'interroge. Donc ça a vraiment, je pense, donné un cadre qu'on ne pouvait pas vraiment anticiper, mais qui est là, qui fait aussi la teneur des contenus de ce qu'on a récolté. Et par rapport à l'autre aspect de ta question, sur le fait que finalement l'ouvrage, dans son format, met peut-être en abîme la notion même de composition, je crois qu'on s'en est souvent amusé nous-mêmes. En tout cas, on l'a évoqué, mais voilà, on est sans doute que le sujet même de la composition qui nous intéressait et qui était le moteur de ce travail correspond à quelque chose aussi de notre tempérament, de nos logiques intellectuelles, et que ça a été aussi en œuvre dans la façon de structurer le livre lui-même. Ça a été, évidemment, c'est pas visible là dans le résultat, mais il y a eu un nombre de couches extrêmement important avant qu'on arrive à ces chapitres. C'est-à-dire que chaque chapitre, je ne sais plus, a, je crois, une vingtaine de versions, avec au départ une première version du livre où chaque chapitre est 10 fois plus long, mais donc avec beaucoup d'extraits qui se répètent d'un chapitre à l'autre, puisqu'évidemment, notre façon de travailler comme ça progressivement, en n'amenant pas nous-mêmes les notions, mais en les faisant surgir du récit ou de l'analyse faite par les artistes, a conduit à avoir des moments de parole ou des moments d'échange où 5 notions se télescopaient les unes les autres au même endroit. Donc voilà, il y a eu vraiment comme ça un travail de tamis de plus en plus fin, et puis une attention aussi, au final, à l'expérience du lecteur. Se dire, voilà, on ne peut pas faire un ouvrage, de même que les chorégraphes s'intéressent à quelle va être l'expérience d'un spectateur, on s'est dit, on ne va pas faire un ouvrage où il y a le même extrait 6 fois, il faut qu'on opère des choix, et donc on réduise la taille importante. Donc voilà, ça a vraiment été, oui, tout un travail de composition de l'ouvrage, on peut dire, effectivement, qui a conduit au résultat que vous avez sans doute eu entre les mains. Oui, et puis moi, je voudrais rajouter aussi que ça a été une composition qui, en tout cas à titre personnel, mais je crois l'avoir entendu aussi dire à Ivan et Julie, qui m'a profondément transformée aussi, parce que le travail ensemble fait qu'il y a une sorte de pensée communautaire aussi qui arrive. Et j'ai l'impression qu'elle s'est même propagée, cette pensée commune, aux 10 chorégraphes voilà, qui étaient l'objet de l'étude, on va dire. Et en fait, j'ai vraiment apprécié tout le processus, c'est-à-dire nos timidités du départ quand on se rencontrait, nos angoisses presque de présenter notre propre travail devant nos pairs pendant 4 heures à tous, on n'endormait pas la nuit avant, etc. C'était très impressionnant. Puis au fur et à mesure, la confiance qui arrive et les langues qui se délient. Et cette explosion, en fait, pour moi, a eu lieu vraiment des langues libres, des langues bien pendues et libres qui s'expriment dans ces moments communs de discussion collective sur une notion qu'on a su susciter à la fin du processus. Et en fait, c'est aussi tout ce changement en fait, de
de cette petite communauté qui m'a beaucoup touchée également. Voilà. On peut peut-être rappeler les chorégraphes aussi, parce qu'on les a pas cités. On parle des 10 chorégraphes. Et peut-être dire un petit mot aussi sur ces choix. Je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot sur justement parler de communauté, mais c'est aussi intéressant parce 10 chorégraphes, c'est à la fois beaucoup par rapport à la somme de ce que vous avez recueilli et en même temps assez peu. Et Oui. comment est-ce que vous avez envisagé aussi cette Alors, sélection-là? oui, en fait, bon, il y avait l'idée effectivement d'avoir quelque chose d'assez égal entre hommes et femmes, d'avoir des chorégraphes qui ne venaient pas tous du même endroit géographique, quand même pour des raisons pratiques qui comprenaient au moins le français, enfin quelque chose comme ça, parce qu'on n'avait pas non plus voilà, vraiment les moyens d'avoir des interprètes tout le temps. Et donc ça a été quand même un critère qui restreignait un peu les choses, il en fallait bien. Et puis surtout aussi des personnes qu'on sentait vraiment intéressées par ce champ de la composition, du processus, etc. Et avec qui on avait évidemment, qui nous intéressait, forcément, voilà, qui faisait écho en tout cas à notre façon de penser en tout cas ce champ-là. Donc de toute façon, c'est effectivement un tout petit groupe par rapport à ce qu'on pourrait faire mais bon, voilà, on avait quand même, là déjà, je pense que aucune de nous trois pensait qu'on allait étendre la recherche aussi longtemps. Ça nous a pris 3 ans et on était surprise du temps, en fait. C'est énorme. Enfin, vraiment, on a passé vraiment beaucoup de temps. Enfin, c'est un temps magnifique en même temps. Mais voilà, heureusement qu'il n'y en avait que 10 quelque part. Il y avait aussi l'idée ou la nécessité qu'il y ait plusieurs générations. Donc là, on a 3 générations, enfin en tous les cas 3 décennies, on pourrait dire. Et pour donner les noms, hein, c'est Marco Berrettini, Nathalie Colantes, Didi Dorvilliers, Myriam, Thomas Sauer, Rémi Héritier, Daniel Linéane, qui est le seul qui ne parlait pas le français, mais qui le comprenait, Laurent Pichot, Loïc Touzé et Cindy Vanacker. Dans les critères, je pense qu'il y avait aussi le fait que c'est une recherche qui s'est déployée à la manufacture et que c'était important de travailler avec des gens qui étaient proches de la manufacture, soit parce qu'ils y enseignent ou qu'ils y ont des responsabilités ou que géographiquement, ils sont par là. Voilà. Peut-être lire les questions où il y avait Fabien Perret qui a envoyé des questions. Je ne sais pas s'il veut les dire ou si je les lis. Il faudrait activer le... Ah, hop. C'est à moi de le faire. Non? Alors, attendez. Excusez-moi. Il est à l'écran, Fabien Perret, Ouais. hein, tu vois? Alors, oui, je vois. Je veux juste pouvoir activer. C'est moi qui Là, voilà, c'est bon. Normalement, vous devez pouvoir le faire. active de mon côté aussi. Bonjour. Bonjour. Oui, du coup, j'avais 2 questions. C'est peut-être un peu beaucoup, donc la place à tout le monde. Bon, déjà, un grand merci pour cet ouvrage parce que j'ai sauté dessus au premier déconfinement. Il m'accompagne depuis, donc c'est chouette. Il y avait la question autour plutôt d'engager la discussion autour des éléments de composition de ce qui forme la matière dansée, on va dire le continuum dansé ou la création de la matière dite danse, et aussi qu'est-ce qui compose la monstration de la danse, hein, comment on compose du côté de la monstration, mais aussi du côté de... Enfin, je ne sais pas si je suis très clair. Voilà, et voilà, c'était de discuter un peu et de voir comment ça traversait peut-être les discussions avec les chorégraphes qui étaient engagés sur
En gros, enfin si, j'ai pas tout lu encore, mais de ce qui procède peut-être de la dramaturgie, donc de la question du regard, et ce qui procède on va dire, du mouvement interne. En fait, je pense que là, c'est le chapitre, enfin, bien sûr, il y a le chapitre dramaturgie, mais moi, en t'entendant parler, puisque tu parles de monstration du matériau et du mouvement interne, je pense aussi à l'adresse. Oui. En fait, je ne sais pas si tu as lu ce chapitre, mais effectivement, je pense que c'est là où, sur les questions d'adresse, tant d'adresser un espace, d'adresser un mouvement, etc., ou un geste. Enfin, je pense que c'est... En tout cas, moi, ça me fait penser à toute cette problématique-là. Et c'est vrai que ça a traversé énormément les discussions. Avec effectivement Julie, surtout, qui revenait sans cesse sur la question de l'adresse, justement. Il me semblait. Je n'ai pas souvenir, mais... Pas souvenir. Je ne sais pas. Je sais que j'ai beaucoup travaillé sur le chapitre adressé. Mais après... Oui, c'est ça. Ou c'est peut-être ça. En tout cas, la question permet peut-être de souligner un point, c'est que c'est vrai que la notion le thème de la composition nous a conduit à traverser, on peut dire peut-être trois niveaux d'analyse de l'art, c'est-à-dire à la fois l'analyse des pratiques, l'analyse des processus et l'analyse des œuvres. Et que c'est à ces trois, enfin voilà, que la composition joue à ces trois niveaux, et que les artistes, quand on les a interrogés, ils n'ont jamais séparé ces niveaux. Donc après, nous, il y a un travail de séparation éventuel par le fait du vocabulaire, d'établir un vocabulaire, mais en fait, c'est très vite, on a saisi que la composition, ce n'était pas un moment dans l'histoire de l'art ou dans l'histoire de la danse ou dans l'histoire de la création d'une œuvre, mais que c'était présent finalement à tous les moments, que ce soit la génération du matériau dansé, que ce soit la sélection de ce matériau, que ce soit l'agencement de ce matériau, que ce soit le contexte dans lequel ce matériau est produit, et jusqu'aux enjeux esthétiques qui sont induits par les choix de composition. Donc c'est vrai que tout cela finalement est assez, est très intriqué en fait. Donc on n'a pas, dans nos façons en tout cas d'échanger avec les artistes, il me semble qu'on n'a pas séparé ces trois choses, et que dans leur discours c'est très complémentaire. Et même on a tenu à montrer comment ça s'imbriquait, et comment les enjeux esthétiques étaient aussi souvent des enjeux politiques, parce que composer, c'est aussi faire des choix d'organisation collective du travail, hein, si on revient à cette idée de collectif, et que donc ça supposait aussi une certaine politique du travail, de la relation au sein des compagnies. Enfin, voilà, donc c'est comme ça que je répondrai, je pense, à votre remarque. Oui, moi je peux ajouter quelque chose. C'est qu'effectivement, si on prend la composition comme un gros ensemble dont les artistes ont parlé et sont venus nous parler, quand ils nous ont parlé et quand ils se sont parlé, à aucun moment donné, un artiste a dit je structure une pièce comme ça, je génère du matériau de telle manière. C'est-à-dire que le discours, il était, comme l'a dit Julie, les choses sont extrêmement intriquées. C'est très difficile de les séparer. Peut-être ce qu'on a pu observer, c'est que finalement, la composition, c'est un champ très élargi, ou en tous les cas, tel qu'on l'a abordé, ça devient un champ élargi de la composition, où la notion de contexte, comme Julie vient de le dire, elle est importante, mais aussi les conditions dans lesquelles on se met au travail, ou comment on crée les conditions pour se mettre au travail. Et de la composition, on s'est rendu compte qu'elle pouvait commencer, c'est peut-être évident pour un artiste, je pense pour des gens qui observent le travail des artistes, ça l'est moins. Elle peut commencer au moment même où on réunit une équipe. Et là, on est déjà sur des questions de composition. Donc, on voit tout ça apparaître dans le livre. Et
notre travail avec Julie et Myriam, et c'est pour ça que ça nous a pris du temps, et a consisté à essayer, et c'est le propre de l'analyse, de séparer les choses en fait, pour pouvoir les identifier, pour pouvoir en parler. Et c'est pour ça que Julie tout à l'heure parlait, ou Myriam parlait du fait qu'on a un grand travail a été de faire en sorte que ça ne se répète pas trop d'un chapitre à l'autre, mais parce que quand il est question d'adresse, comment on adresse un travail, il est question de dramaturgie. Et quand il est question de dramaturgie, il est question de structure ou de rythme. Et donc voilà, donc on a passé énormément de temps, c'était très stimulant. Mais justement, à notre tour de composer un ouvrage et donc finalement de rendre compte d'une recherche avec ce travail d'analyse et de séparation des choses, mais que cette séparation continue enfin que les choses qui sont séparées, fragmentées, continuent à avoir du sens. Et ça, c'est compliqué. Et que peut-être le sens, du coup, il se construit beaucoup dans le travail de montage qu'on a fait, qui est finalement ce dialogue qui se crée entre les chorégraphes sur une notion, et qui, là, est un dialogue très souvent que nous-mêmes avons construit, qui ne s'est pas opéré comme ça dans le temps des rencontres. Voilà. En fait, moi, je voudrais revenir aussi, du coup, ça me fait faire un lien avec la question de Pauline tout à l'heure, qui concernait la composition comme langage. Enfin, voilà, c'est ce que j'ai compris en tout cas. Et comment dire, pour moi, il y a deux choses, c'est-à-dire il y a deux niveaux. C'est qu'il y a le langage dansé. En fait, on peut se demander si c'est un langage, si on fait un parallèle avec la musique. Xenakis disait toujours que la musique n'était pas un langage, mais effectivement, parce que tout simplement, il y avait des choses qu'on ne pouvait pas dire en musique comme on peut dire avec un langage, ne serait-ce que la négation de ne pas, par exemple. Alors que la composition active le ne pas dans le processus de la contrainte, par exemple. Et c'est là où effectivement, ça faisait sens finalement de faire des catégories et de faire de la séparation à partir du moment où, je pense, on avait complètement intuitivement en fait commencé à analyser les choses par le vocabulaire, donc par la langue, et au fur et à mesure, finalement, on découvrait qu'il y avait des catégories. Donc, effectivement, là, on est comme... c'est aussi intriqué que la théorie des ensembles. Hein. Un ensemble en contient un autre qui s'intersecte avec une intersection d'un autre ensemble, etc. Donc, on est effectivement là au niveau de la composition sur une chose aussi complexe que le langage, à mon avis. Et c'est ça qui, je crois, nous a passionnés. Ouais. Il y a aussi, vous reprécisez aussi régulièrement les temporalités de cette composition. Enfin, à quel moment, ce dont vous parlez, à quel moment est-ce que ça intervient? Il y a des distinctions qui sont assez belles entre ce que c'est que générer du matériau et les processus, donc les processus qui permettent de générer du matériau et les processus qui permettent de générer des états de l'interprète. Et cette distinction-là, elle est aussi... générer les états de l'interprète, là c'est Marco Berrettini, mais on a, en fait, en tant que lecteur, on peut après piocher aussi plein de, je dirais, retrouver aussi ce qui nous intéresse plus précisément, mais toutes ces distinctions, c'est un peu au lecteur après de les refaire, vous donner tous les détails du contexte d'élaboration de ce vocabulaire. Mais après, le lecteur peut aussi lui-même, en quelque sorte, faire l'analyse de ces discours-là. Et c'est assez fascinant en fait, de lire ces discours et la façon dont ils sont contextualisés. Il y avait une autre question de Fabien Perret qui était aussi sur la littérature. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il y en a d'autres après, mais je ne sais pas si vous en parlez. C'était aussi intéressant sur le... Bon. Sinon, ouais, c'était juste... merci pour ces ouvertures et ces rebonds. Ouais, du coup, c'était aussi une invitation à... Enfin, je suis assez d'accord sur le fait même, je dirais qu'il y a un côté...
composite du livre qui m'a plu et qui en fait aussi un anti-manuel parce qu'on est un peu perdu dedans, mais c'est bien d'être perdu dedans. Enfin, quand je dis perdu, c'est pas pour dire que... En tout cas, voilà, c'est un peu comme une forêt un peu dense avec des sentiers. Et moi, ça me faisait penser beaucoup aux réflexions autour des autres arts, du coup, et notamment, je pensais littérature, art plastique et cinéma. En littérature, le chapitrage, et, les figures de style, et aussi toute la poétique, c'est peut-être ce que tu disais, Myriam, aussi sur la poétique des textes, quoi, enfin, sur la combinatoire, sur métaphore, métonymie, enfin, sur toutes les figures de style. Et par rapport au cinéma aussi, vraiment la notion de montage qui revient souvent, parce que on peut presque tout mettre dans le montage, puisque c'est gérer une ligne temporelle et des événements sur cette ligne temporelle. Mais je pense aussi beaucoup rapport son-image, parce que c'est aussi beaucoup de chorégraphes. Je ne connais pas très finement le travail de tout le monde, mais il y a quand même le recours à l'image beaucoup. Je sais pas, voilà, je lance. Oui, il y a le recours à l'image, il y a le recours beaucoup effectivement à l'écrit. Et c'est vrai, enfin là, je rebondis sur ce que tu dis, sur la façon dont s'y prennent aujourd'hui les écrivains. Beaucoup d'écrivains parlent de non-écriture aujourd'hui. S'élançant aussi, eux dans des processus kejiens ou etc., de citation, de copier des choses qu'on trouve sur Internet, de partir d'une image pour la retranscrire dans un texte Word, etc., et en utiliser la matière. Enfin, ils sont aussi dans ce genre de processus de ce qu'ils appellent la non-écriture. Et je crois en fait que c'est effectivement tous les champs artistiques aujourd'hui qui en fait sont dans quelque chose qui relève, à mon sens, plus de la composition. Effectivement, mais bon, voilà, après, c'est mon point de vue, hein. Il est vraiment très... je viens de la musique, Judy l'a bien souligné, et c'est vrai que ça me fait penser d'une certaine façon aussi. Voilà. Et peut-être j'aimerais revenir sur le perdu dans la forêt. C'est vrai qu'on n'a pas fait un ouvrage qui donnerait une réponse ou qui proposerait une synthèse d'une grande tendance aujourd'hui de la composition. C'est vrai je pense qu'on ne trouvera pas vraiment ça dans cet ouvrage. De fait, aussi, dans la sélection des 10 chorégraphes, on n'a finalement pas inclus des grandes figures, mais qui ont déjà produit, sur lesquelles il y a déjà eu beaucoup d'ouvrages et sur lesquels on peut vraiment trouver beaucoup d'informations sur leur façon de composer. Donc, c'est vrai que c'est un ouvrage qui, de ce point de vue-là, est peut-être un peu étrange. Il me semble qu'il se donne plutôt comme un outil, en fait, comme un outil pour regarder les œuvres et pour penser les pratiques chorégraphiques aujourd'hui. Et ce qui est assez étrange pour moi, en tant que co-auteur du livre, c'est que la façon dont on a travaillé, d'une certaine façon, a maintenu une forme d'éclatement, même pour moi. C'est-à-dire que j'aurais du mal où il faudrait que je prenne vraiment un autre temps pour essayer, à partir de ce qu'on a fait, d'essayer de me risquer à cette synthèse à partir de ces 10 artistes. Et j'ai presque une difficulté, même si dans nos discussions, on a vraiment réussi à certains moments vraiment, je pense que j'ai atteint une compréhension du travail de ces artistes extrêmement fine, à force de les écouter, d'en parler entre nous, parce que si on ne l'a pas nommé, mais souvent on comprenait les choses différemment, en fait, Myriam, Ivan et moi, de ce qui avait été dit. Donc on a eu beaucoup d'échanges sur qu'est-ce qui s'était vraiment dit et comment on avait interprété ce qui s'était dit. Et pour moi, c'était sans doute la partie du travail la plus étonnante et la plus stimulante, quoi, parce qu'il y avait finalement des interprétations de ce qui s'était dit extrêmement variées parfois, et d'où le fait de retourner voir les artistes une deuxième fois pour s'assurer qu'on avait bien compris ce qu'ils avaient dit.
Mais voilà, c'est vrai que c'est un travail qui, malgré sa durée, etc., ne produit pas une pensée de la synthèse. Donc, de fait, on l'a pensé presque, voilà, c'est presque comme un dictionnaire, on peut le prendre par le milieu, on peut le lire dans l'ordre qu'on veut, avec l'idée, comme disait aussi Pauline tout à l'heure, que chacun peut faire sa sauce à partir de ça. Mais voilà, ce que j'espère en tout cas, c'est qu'il vient interpeller en fait le lecteur et donner des sortes d'outils ou d'accroches, de filtres aussi peut-être pour observer la création contemporaine. Mais sans doute, voilà, on pourrait aussi imaginer qu'un lecteur fait une lecture complètement transversale en lisant que les témoignages de Marco Berrettini, parce que c'est sur Marco Berrettini qu'il travaille et que donc, voilà, il lirait tous les témoignages qui sont éparpillés et il apprendrait davantage sur la façon de travailler de Marco Berrettini. Mais voilà, il en tirerait sa propre synthèse à partir de ça. Mais c'est vrai que c'était pas l'enjeu. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas encore lu le livre, peut-être c'était important de le préciser. Mais c'est vraiment un livre qui peut agir à différents niveaux, plus simplement. Enfin, dans les classes, je suis actuellement au CNSMDP, en fait, je suis les travaux personnels des Master 2 et leur question simple, c'est ils m'ont demandé de leur faire un topo sur comment chacun des chorégraphes se mettait au travail, des chorégraphes que j'avais étudiés, parce que en fait, ça les rassure d'avoir des témoignages de chacun d'entre eux. Voilà, et donc chacun s'est rapproché plus d'une parole que d'une autre, mais c'était très simple en fait, mais effectivement, ça peut être aussi pour des étudiants danseurs rassurant par rapport au fait de comment je me mets au travail. Voilà. En tout cas, juste par rapport à ça, il y a vraiment l'idée de se sentir moins seul, de sentir une communauté d'être au travail, quoi. Et du coup, je sais que moi, ça m'aide énormément dans mes recherches chorégraphiques parce qu'il n'y a pas de réponse, mais que ça me met face à mes questions et ça m'aide à préciser finalement c'est quoi, enfin voilà, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot. Voilà, il y a aussi ce que vous disiez toutes les trois, hein, de réinterroger les mots aussi, mais pas de manière à retrouver une nouvelle définition, mais plutôt à éclater, à ouvrir le sens que ces mots peuvent avoir, quoi. Ça, Peut-être juste ajouter quelque chose sur la relation potentielle entre les arts, peut-être de manière un peu de côté, mais le chapitre transposé est consacré exclusivement à voilà, des opérations de transposition d'un art à un autre, et en l'occurrence d'art à la pratique de la chorégraphie ou de la composition, et plus largement, c'est-à-dire de la philosophie ou la littérature et peut-être même certaines méthodes scientifiques, et comment on se les approprie et comment on s'en sert de façon volontaire ou involontaire, consciente ou inconsciente. Mais bon, finalement, après, à travers le discours, elles sont conscientisées sur voilà, ces opérations de transposition. Et c'est, enfin, typiquement, quand les chorégraphes se sont mis à parler, là, encore une fois, je pense qu'aucun d'eux n'est venu en prévoyant d'exposer comment ils transposent des modes liés au cinéma ou je pense à la philosophie, notamment pour Marco Berrettini, parce qu'il entretient une relation vraiment très très forte avec un philosophe dont le nom m'échappe, mais mes camarades vont me donner. Sloterdijk, voilà. Voilà, enfin, en tous les cas, sur cette relation entre composition chorégraphique et d'autres champs artistiques, ou plus largement champs de la pensée, on pourrait dire, je renvoie le lecteur au chapitre transposé. Juste si je me permets aussi une remarque, c'est dans les choix, moi j'ai été frappée, mais peut-être de manière très biaisée, parce que voilà, c'est mon propre regard, mais ce que je vous avais dit sur
la présence très forte d'un vocabulaire de la matérialité, et que ce soit de manière imagée ou très concrètement. On parle salle de matériaux, mais on a des métaphores, des images qui reviennent régulièrement, qui sont celles de l'objet ou qui sont celles vraiment d'une matière qu'on juxtapose, qu'on assemble, mais qui serait une matière plastique. Mais dans mon propre discours ici, on a cette matérialité qui revient, mais je trouve que ce qui est aussi intéressant dans cette relation entre les arts, c'est, outre en effet ces questions de transposition, mais de tout ce qui est présent en filigrane derrière le vocabulaire utilisé. Je retrouve plus, mais certaines citations là, de chorégraphes qui vont de manière très imagée recourir sans cesse à la matérialité. Et ça, je pense que la lecture de l'ouvrage dit aussi de l'usage d'un vocabulaire à une époque donnée. Et je pense que ça, c'est aussi intéressant historiquement. Enfin, ça crée un bloc qui sera aussi intéressant à analyser peut-être dans quelques temps sur la portée d'un vocabulaire et les emprunts aussi du vocabulaire à d'autres images. Je ne vois pas de petites mains levées. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des questions. Moi, j'aurais une question. Désolé, j'ai essayé d'appuyer sur la main, mais je n'ai pas réussi à appuyer. Je voulais d'abord dire le grand plaisir que j'ai eu à parcourir ce livre. Et je voulais un petit peu rebondir sur quelque chose qui a été dit plusieurs fois pendant cet échange, qui est le fait que les chorégraphes n'étaient pas venus avec une définition a priori de la composition, mais que les choses s'étaient effectivement élaborées dans un jeu de langage. Et en fait, c'est quelque chose auquel on est très sensible. Enfin, en tout cas, j'ai été très sensible à la lecture, aussi parce qu'en réalité, en lisant le livre, on est amené à parcourir les 20-25 dernières années dans cette scène chorégraphique, disons, entre France et Suisse. Et bon, moi, je me suis pris aussi à retrouver un certain nombre de pièces que j'ai vues, certaines il y a très longtemps, et tout d'un coup, retisser et reparcourir comme ça un paysage chorégraphique. Et effectivement, le livre donne énormément d'entrées, de matériaux et suscite beaucoup de réflexion en fait, sur ces pièces. Et en fait, c'était un petit peu la dimension sur laquelle je voulais vous interroger. C'est qu'en lisant ce livre, on a vraiment l'impression de parcourir une scène chorégraphique avec ces différentes générations de chorégraphes sur une vingtaine d'années. Et ça m'a fait penser en fait à un type d'écrit sur la danse qui existe, enfin que j'ai plutôt lu en fait dans l'univers anglo-saxon, qui sont des monographies sur des villes. Donc notamment, il y a eu plusieurs monographies comme ça qui ont été écrites, par exemple sur Dakar, qui sont une tentative de faire un état des lieux sur une scène chorégraphique. Alors, le point d'entrée, là, il est très particulier, puisque, en fait, enfin, vous le revendiquez, mais c'est un point de vue formaliste qui s'intéresse au processus et aux procédures de composition. Mais voilà, c'est quelque chose que je sentais très fortement. Et je me demandais, enfin, ce type d'écriture-là, il est effectivement à cheval entre plusieurs genres des sciences humaines, notamment l'ethnographie et notamment l'ethnographie ou l'anthropologie, qui semblent se substituer au discours historique. Et donc, je voulais vous interroger un petit peu sur ce genre de discours que vous avez été amené à produire dans ce livre. Peut-être juste un petit mot. Vous avez cité l'anthropologie, et je crois que c'est assez juste. En tous les cas, pour ce qui me concerne, je crois qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les pratiques artistiques, c'est-à-dire comment les artistes, comment les artistes se mettent au travail et quelles questions ça pose et quels sont leurs gestes, mais quotidiens presque. Et ça, je crois que d'ailleurs, on peut le voir dans certains des chapitres, notamment celui consacré aux pratiques.
C'est pour ça que ça croise l'anthropologie. On se l'est pas dit au départ de notre travail, on n'est pas allé consulter des méthodes d'approche anthropologique, mais néanmoins, quelque part, c'est ce qu'on a fait. Et en tous les cas, pour ma part, je crois qu'aujourd'hui, il n'y a que ça qui m'intéresse. Enfin, j'ai beaucoup fait d'analyse d'œuvres et de critique d'art, etc. C'est-à-dire parler finalement que de ce qu'on voit, mais pas parler de tout le reste et de ne pas s'y intéresser. Aujourd'hui, c'est précisément ça qui m'intéresse. C'est presque, on pourrait dire, oui, c'est là où moi, enfin, ce qui m'intéresse, c'est que l'art, d'un coup, et les pratiques artistiques, on peut les mettre dans le même panier que n'importe quelle autre pratique professionnelle, en fait. Peut-être pas n'importe quelle autre, mais c'est là où d'un coup, c'est moins séparé, je dirais, du reste de nos contemporains. Et du coup, ça devient plus facilement partageable aussi avec des étudiants, par exemple, qui n'ont encore pas fait d'œuvre, qui peut-être n'en feront jamais parce que finalement les pratiques vont se modifier et que l'horizon ne sera plus celui-là, j'en sais rien. Là, je plaisante un petit peu, mais en tous les cas, quand il s'agit de pratiques, on peut davantage, oui, je crois, le partager avec d'autres, c'est-à-dire d'autres que nous qui sommes vraiment dans ce monde très restreint de l'art et de la culture. Voilà, j'ai un peu dévié, mais votre question m'a inspiré ça. Même Je si... dirais que je distinguerais peut-être dans l'ouvrage deux types de discours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce qui était notre matière première, qui est le témoignage, tel qu'on a pu le susciter selon le protocole qu'on a mis en place, qui était vraiment effectivement une analyse depuis les acteurs mêmes, qu'on a laissé parler, qu'on a laissé la parole se déployer. Et ce qui est arrivé dans un dernier temps, qui sont les introductions au chapitre, où là, il y a une dimension quand même historique qui est réintroduite, puisque ces introductions avaient pour enjeu, certes, de mettre en lumière le contenu du chapitre et d'expliciter aussi comment on l'avait organisé, et d'en tirer aussi les traits saillants, on va dire. Mais un autre enjeu était aussi de mettre en perspective ces témoignages avec une histoire de la danse ou plus généralement une histoire de l'art. Donc il me semble qu'il y a vraiment quand même deux types de discours dans chacun des chapitres. Enfin, voilà, pour moi, ces introductions, elles permettent aussi de donner une épaisseur historique qui est contenue d'ailleurs dans un certain, dans beaucoup de moments des témoignages, puisqu'en fait les chorégraphes aussi s'appuient eux-mêmes sur des moments marquants pour eux dans l'histoire de la danse ou dans l'histoire de l'art, qu'ils vont nommer, enfin, sur des façons de créer qu'ils vont nommer, etc. Donc, voilà, je dirais que anthropologie, oui, mais uniquement histoire orale, en fait, hein, puisqu'on n'est pas allé sur le terrain, qui serait une autre façon, c'est des choses que de nombreux chercheurs en danse font, hein, qui serait d'aller observer la composition en suivant un processus de création, donc non pas en s'appuyant sur la parole des artistes, mais en étant sur le terrain et en observant comment ça se passe. Donc là, il n'y a pas eu de contre-champ. On a pris cette parole et je dirais que la vigilance vis-à-vis de cette parole, elle s'est organisée d'abord parce que certains, parmi les 10, avaient dansé chez les autres. Ça, on ne l'a pas nommé tout à l'heure, mais ça a quand même permis d'organiser une forme de vigilance interne, on va dire, en disant mais comment tu peux dire ça, quand j'étais dans cette pièce, on n'a pas du tout fait comme ça. Ou nous, à l'inverse, parce qu'on avait été spectatrice des pièces, dire bah, c'est étrange, tu dis ça, mais quand même, dans la pièce, il y a ce moment qui me semble pas du tout correspond à ce que tu dis. Donc, il y avait une sorte de possible contre-discours face au témoignage, mais il n'y a pas eu d'observation de terrain.
voilà, c'était juste pour un peu répondre sur ces différentes approches de la création. Et effectivement, celle qui est la plus absente est peut-être la critique, la dimension de l'analyse d'œuvre, si ce n'est l'analyse d'œuvre portée par les artistes eux-mêmes. Il n'y a pas en tout cas de notre part, d'analyse des pièces qu'on viendrait juxtaposer aux témoignages proposés par les artistes eux-mêmes. En revanche, il y a de l'analyse des pratiques. Enfin, et cette double approche ou ce double texte ou ce double discours, je ne sais plus quel mot tu as utilisé, Julie, qui compose chacun des chapitres, c'est-à-dire de la parole collectée, retranscrite et organisée, montée, parce que ça permet de faire dialoguer plusieurs chorégraphes sur une notion, et ces introductions. Moi, je sais qu'en termes de méthode, et je pense que c'est déjà le cas, de m'en servir à nouveau, et c'est une des choses que j'ai trouvé le plus stimulant intellectuellement, c'est finalement de faire de l'analyse de ces discours. C'est-à-dire que chacune des introductions, en tous les cas, telles que pour les chapitres dont j'avais la responsabilité de l'introduction, c'est comme ça que je l'ai pris, c'est que ces discours, on les a analysés, on les a comparés, et on en fait, c'est sur cette base-là qu'on peut à notre tour produire du discours. Et ça, c'est une des choses qui m'intéresse le plus aujourd'hui et qui m'intéresse particulièrement dans ce livre, c'est qu'on donne au lecteur la possibilité de nous suivre dans notre analyse. C'est-à-dire qu'il a sous les yeux les matériaux ou les données sur lesquelles on s'appuie pour produire du discours. Et c'est-à-dire que notre interprétation ou notre analyse, et je pense qu'on est plus du côté de l'analyse d'ailleurs que de l'interprétation, contrairement à la critique d'art, on peut être suivi dans notre raisonnement, et il n'y a pas de magie, on pourrait dire. Ça, en termes de méthodologie, c'est une des choses qui m'a le plus intéressée. Moi, je suis assez frustrée quand je lis de la théorie, de ne pas pouvoir me référer aux objets qui donnent lieu à cette théorie. C'est très rare que les objets observés soient décrits. Donc là, finalement, ils ne sont pas décrits, ils sont rendus. On vous les donne. Et puis, on en produit une analyse qui est discutable, certainement, mais qu'on a essayé qu'elle soit le plus juste et objective. Là, pour le coup, je pense qu'il y a une volonté d'objectivité sur la chose analysée. C'est d'ailleurs pour ça que ça a donné lieu à autant de discussions entre nous trois. Ça n'était pas un manuel de composition, mais que la chose était beaucoup trop disloquée pour que ça soit un manuel de composition, mais c'était plutôt écouter la parole de chacun. En tout cas, moi, je l'ai pris tout simplement comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, je n'ai pas une casquette de chercheuse comme Julie et comme Ivan. Et moi, juste mon idée, en suscitant cette recherche, c'était comment écouter l'autre. C'était ça ma question, en fait. Comment vraiment écouter l'autre. Voilà. Et c'est vraiment ma démarche peut-être plus du côté du yoga ou de la Kabbale qui m'a fait effectivement aller vers cette envie vraiment de la fraternité. Voilà. Mais c'était, surtout, la première chose qu'on s'est dit avec Julie et Ivan, c'était d'éviter le manuel de composition et d'éviter qu'il en sorte une synthèse de quoi que ce soit ou des vérités quelconques. En fait, ça, c'est vraiment ce qu'on ne voulait pas. Voilà, on comprend tout au fil du livre que c'est à partir de leurs paroles que la pensée se construit. Après, ça m'intéresserait de poser cette question a posteriori aux artistes eux-mêmes. C'est vrai qu'ils n'ont jamais été... de fait, ils ne sont pas présentés comme co-auteurs, mais tout le milieu de pensée est produit par eux. Donc, alors, ils ont tout relu, tout validé, etc. Donc, de toute façon, en tout cas, ils ont validé leur parole telle qu'elle apparaît aujourd'hui dans l'ouvrage. Mais ils n'ont jamais imaginé, quand ils se sont engagés dans cette aventure, que leur parole prendrait cette forme, serait présentée dans le cadre d'un vocabulaire, puisque nous-mêmes, on l'ignore. Donc, il y a quelque chose effectivement, même
le temps de travail qui s'est déployé, le temps passé avec eux est relativement bref par rapport au temps de la recherche. Donc, de temps en temps, ils ont un peu oublié ce projet et on revenait 1 an et demi après en leur disant, ben voilà, est-ce que tu voudrais relire ça? Nous, on en est là dans notre... voilà, de temps en temps, évidemment, en tout cas 1 fois par an, on les tenait au courant de comment la recherche évoluait, puisqu'ils étaient quand même un peu soucieux de savoir ce qu'on faisait de leurs propos. Mais effectivement, ils n'apparaissent pas comme co-auteurs sur la couverture. Non, mais merci pour ce livre d'ailleurs. Super, c'était pas une critique du tout. Non, c'est toujours Voilà. Ivan, tu veux rajouter quelque chose? On avait une dernière question, je ne sais pas si on a le temps. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Très bien. Oui, non, on n'a pas mis le nom des chorégraphes sur la couverture parce qu'on voulait qu'il n'y ait que le nôtre, je crois. Johan Zetoun, une dernière petite question, parce qu'on dépasse un peu le temps. D'ailleurs, les graphistes n'auraient jamais accepté, ça faisait beaucoup trop de noms sur une couverture. C'est ça. Et bonjour, alors tout d'abord, moi je n'ai pas, j'ai pas lu le livre, je n'ai pas encore eu l'occasion de mettre la main dessus. J'ai une question qui est facile à poser, mais à laquelle il est assez difficile de répondre, je pense. Votre livre parle de composition. Si parallèlement à la musique, où la composition se base sur l'idée d'un consensus autour d'un élément minimal, la musique qui a longtemps été la note, qui plus récemment pourrait être l'objet sonore, quel est l'objet minimal de la danse selon dans votre démarche d'analyse de la composition? Voilà. Là, je ne suis pas sûre que les compositeurs pensent que l'objet minimal de la composition musicale soit l'objet sonore. En fait, là, je vis avec un compositeur, je lui dis ça, je le fais, mais je le fais réagir tout de suite. C'est-à-dire que non, je pense que la composition musicale, son objet premier, c'est la pensée musicale. C'est-à-dire ce qui fait la musique, ce n'est pas le son, ce n'est pas la note. Mais c'est effectivement la pensée et le flux de la pensée. Et pour moi, moi personnellement, en tant que chorégraphe, c'est la même chose en danse. C'est-à-dire que ça n'est pas effectivement, la composition ne peut pas être restreinte à un élément minimal, mais effectivement à un champ presque grammatical, à un champ presque de l'ordre du langage. Voilà. Mais qui le dépasse peut-être, ce pourquoi Xenakis disait que la musique n'était pas un langage. Et c'est là où on peut se poser la question de l'art, quoi. C'est comment la pensée, effectivement, véhicule quelque chose de senti et un positionnement. Et la composition, son élément minimal, c'est le positionnement artistique, à mon avis. Mais bon, ça, après, voilà. C'était d'ailleurs le titre de notre projet de recherche. Il y avait le mot position artistique dedans. Ouais. Quelle position artistique? Ce qui est très fort pour les arts plastiques comme terme aussi, justement, et quand même assez utilisé aussi. C'est une bonne question. Oui. Je voulais juste dire, parce que la personne a dit qu'elle n'avait pas encore eu accès au livre, il est aujourd'hui en accès libre, intégralement, sur la plateforme Harod de la HESSO, Haute École de Suisse occidentale, Haute École spécialisée de Suisse occidentale. Donc, vous allez sur le site de ça, et ensuite la plateforme Harod, et vous tapez le titre du livre, et vous tombez dessus, il est chapitré. Bien, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On avait dit qu'on terminait à 18h30, c'est un peu passé. Je vous invite, pour ceux qui ne l'auraient pas fait, aussi à aller voir les vidéos qu'ont enregistrées Myriam, Julie et Ivan sur l'ouvrage, et puis bien sûr aller lire l'ouvrage. Enfin, c'est un usuel, on dirait qu'on ne le lit pas de A à Z, c'est aussi ça qui est intéressant. Merci beaucoup à toutes les trois, et pour le livre et pour
les vidéos et votre participation ce soir. Et puis, merci beaucoup à tous d'avoir été là ce soir. On n'a pas de date pour la prochaine séance, mais voilà, pour les adresses email que j'ai, je vous enverrai plus d'informations. On est censé traiter de la question de la transmission par le document et notamment de danser de chez soi. Voilà, comment est-ce qu'aujourd'hui on danse chez soi et par quels moyens et par quelle transmission et médiation de l'image et du document. Voilà, donc on vous en dira un peu plus bientôt quand on en saura un peu plus. Écoutez, merci à tous et puis à très bientôt. Bonne soirée, bon courage pour les semaines qui viennent. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Merci. Cette fois, on peut mettre les vraies mains. Ciao. Bonsoir à tous.